Dark Eyes 2 paraît plus d'un an après la sortie du premier volume, et cet écart entre les sorties s'explique par le fait que McGann était requis sur d'autres projets, notamment celui d'un certain Steven Moffat qui après s'est fait plaisir de remplacer son personnage par un autre qui ne sert absolument à rien. Ce coffret est toujours réalisé par Nicholas Briggs qui est à l'écriture et qui cette fois-ci est rejoint par ses bons vieux Alan Barnes et Matt Fitton. On commence avec le premier épisode qui est The Traitor. Nous suivons la dénommée Liv Chenka sur la planète Nixis 7. Elle est technicienne médicale et soigne du mieux qu'elle le peut des mineurs. Tout ceci pourrait être sympathique si Liv et les mineurs n'étaient pas sous domination Dalek. Une explosion a lieu dans une mine et Liv est autorisée à transporter les blessés dans le complexe des Daleks. Et ce faisant, elle est prise en otage par Cavell et Aldin, deux résistants qui, se faisant passer pour des robots, escortent Liv qui a pour patient leur chef, à savoir un dénommé Karna, qui est responsable de l'explosion qu'il a lui-même blessé. Parce qu'elle travaille entre guillemets pour les Daleks, Liv est méprisée par la résistance alors qu'elle s'efforce de sauver des vies. Ceci dit, les Daleks utilisent Liv pour que la population garde un espoir de jours meilleurs et lui octroient beaucoup d'assistance pour l'aider dans son travail. Grâce à ça, elle parvient à emmener les résistants au centre de soins et c'est là que Liv fait la rencontre du docteur, qui lui aussi se fait passer pour un robot. Le docteur est chaud pour aider les résistants qui ont pour plan de faire évacuer tous les complexes miniers de la planète pour les faire sauter et empêcher les Daleks de changer leur planète en arme géante. Le docteur dit connaître Liv, prétendant l'avoir rencontrée dans sa 7e vie alors qu'ils affrontaient les robots de la mort sur Kaldor, ce que Liv a quand même du mal à croire. Ensemble, nos héros vont échafauder un plan consistant du coup à faire évacuer tous les gens des complexes miniers et à retourner dans les mines pour remettre la main sur le détonateur et pouvoir faire sauter absolument toutes les mines. Malheureusement, au même moment, les Daleks vont non seulement détecter la présence du docteur et prendre nos héros en chasse, mais ils vont également détecter l'approche d'une flotte assez conséquente de vaisseaux inconnus dans le système de la planète Nixis 7. Après une course-poursuite meurtrière dans le complexe minier, le docteur et Liv vont se rendre au Dalek pour permettre à Aldin, dernier résistant survivant, de s'enfoncer davantage dans les mines en attendant que le détonateur des bombes qu'il a en sa possession se recharge pour pouvoir les déclencher alors que les mines ont été vidées de leurs travailleurs. Le docteur et Liv sont alors emmenés devant le Dalek contrôleur temporel et déjà le docteur a une sacrée surprise en découvrant qu'il est encore en vie, malgré le fait que Cotris ait été effacé de la ligne temporelle et que celui-ci normalement ne soit jamais venu à sa rescousse, mais en plus le contrôleur temporel se souvient d'absolument tout ce qu'il s'est passé avec Cotris et Straxus. Le docteur va alors confesser être venu sur Nixis 7 ou 7 pour saboter les plans des Daleks et après les utiliser pour venir attaquer la flotte qui est aux abords du système, car celle-ci constituerait un danger pour l'univers encore plus grand que les Daleks. Le contrôleur temporel se montre intéressé, mais il va faire pression sur le docteur pour que celui-ci lui donne les codes de la fréquence du détonateur, en prétextant avoir renvoyé tous les mineurs dans les mines et que si jamais la bombe explose, tous les mineurs de la planète seront tués. Alors que l'approche de cette flotte inconnue est imminente, le docteur finit par craquer pour obtenir l'aide des Daleks et balance les codes de la fréquence du détonateur au contrôleur temporel. Ensuite vient The White Room. Le docteur retourne à sa maison de Baker Street en 1918 à un jour de la signature de l'armistice. Et y retrouve Molly O'Sullivan qui héberge des déserteurs ainsi que des gens qui se sont échappés de la maison de convalescence de Blackwell. Les ennuis arrivent rapidement quand, de une, les particules rétrogéniques réapparaissent d'un coup dans les yeux de Molly et que de deux, un dénommé Shankazi, hébergé par Molly, voit son bras se changer en vert alors que la maison de Baker Street est prise d'assaut par une milice privée, et comme si ça ne suffisait pas, Sean commence à souffrir de sauts temporels qui s'étendent sur quelques minutes à peine et déplacent dans le passé ceux proches de lui et lui-même. Séparé de Molly à cause des sauts temporels, le docteur décide de se rendre à la maison de convalescence de Blackwell en Tardis, et atterrit dans le champ de mine qui borde la propriété. Se faisant passer pour un haut gradé de l'armée, le docteur demande à inspecter les lieux, et parce que le docteur Herbert Goring est loin d'être stupide et sait que le tournevis du docteur n'est pas un thermomètre, il envoie ce dernier au fond d'un puits. Mais le docteur est alors sauvé par Sean, qui s'est stabilisé grâce à l'énergie Artron ambiante du Tardis et qui utilise son pouvoir sur le temps pour ramener les morts à la vie.
De son côté, Molly se rend à Blackwell et découvre deux choses. D'une, Goring a installé son institut ici, sur un ancien puits où étaient jetées des victimes de la peste noire, pour essayer de travailler à faire ressurgir des maladies normalement oubliées et inexistantes, parce que, après tout, c'est encore la guerre, hein. Et elle apprend également que Goring travaille avec les Vayrans, de grands extraterrestres humanoïdes qui sont venus du futur pour détruire la maladie qui déplace les gens dans le temps à cette époque, et dont ils sont les victimes à la leur. Goring va finir doublé en fait par son assistant, Maître Zachary, qui prend Molly en otage. Mais celui-ci va être envoyé au fond du puits par Sean, qui peut toujours déplacer des gens dans l'espace et dans le temps, c'est quand même vachement pratique. De son côté, le docteur est menacé d'être détruit par les Vayrans, qui le considèrent comme le patient zéro de la maladie qui déplace les gens dans le temps. Mais à coup de raisonnement, le docteur fait prendre conscience aux Vayrans que chronologiquement, ce sont eux les premiers à avoir été infectés ici. Et du coup, ils vont commencer à s'entretuer et à se détruire, se rassemblant et se détruisant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le docteur comprend aussi que tant que son Tardis sera présent, Sean et les morts continueront d'exister, car après tout, ils se nourrissaient de l'énergie ambiante du Tardis. Se demandant comment ça se fait que les yeux sombres de Molly soient réapparus, ainsi que les particules rétrogéniques, il propose à celle-ci de venir avec lui en Tardis pour découvrir le fond de cette affaire. Et avant de partir, Molly laisse un dénommé David Walker veiller sur la maison du docteur à Baker Street. Dans Times Horizon, le Tardis entraîne Molly et le docteur sur l'Orpheus 4, un vaisseau qui se trouve à la fin de l'univers d'un point de vue spatial, mais à une époque future. À bord, ils font la rencontre d'un équipage qui est resté en stase pendant 900 ans, et dans ce vaisseau se trouve Levchenka, qui reconnaît le docteur et fait en sorte qu'il soit mis aux arrêts, car il y a 900 ans, il a aidé les Daleks sur Nixis 7. Sauf que le docteur n'a aucune idée de ce dont elle parle. L'Orpheus 4 est face à un gigantesque nuage jaune lumineux, et celui-ci va se concentrer en un rayon pour frapper le vaisseau. Tandis que Liv et Molly discutent médecine et moralité du docteur, le docteur est enfermé dans une pièce où se trouve un corps momifié que l'équipage a trouvé au réveil et dont il n'a aucune idée de qui cela peut être ou de pourquoi il est là. Alors que la brume jaune commence à se répandre dans le vaisseau, le corps s'anime. Le docteur découvre avec horreur que l'Orpheus 4 est attaqué par l'Éminence, une entité surpuissante que le docteur a déjà croisée dans ses 4e et 6e vies. Alors que le docteur est libéré par l'équipage, la brume s'empare du capitaine et de son ingénieur en communication qui se change en guerrier de l'infini. Liv et Molly, dans la baie cryogénique, ainsi que le docteur et la scientifique Vic Kruger sur le pont, sont chacun isolés, toujours attaqués par l'Éminence. L'Éminence est une entité qui a pour capacité, vous l'aurez compris, de posséder des corps, mais elle ne peut pas posséder le docteur, car celui-ci, lors d'une précédente altercation avec cette entité, a gardé un fragment de la conscience de l'Éminence en lui et a appris à le maîtriser. Tu peux pas posséder une chose dans laquelle t'es déjà, techniquement. Enfin, si ça marche comme ça. Le docteur va alors découvrir qu'un équipement qui n'est pas du tout de cette époque, qui est pourtant déjà d'un futur avancé, est installé au niveau des réacteurs de l'Orpheus 4. Et cet équipement, en fait, a été placé par la momie qui s'est réveillée à côté du docteur, possédée par l'Éminence. Celle-ci étant la dépouille d'un espion de cette époque, envoyé par une compagnie pour résoudre une crise énergétique, et le but en fait était de placer un dispositif particulier sur les moteurs qui permettrait de propulser l'énergie de l'Éminence et de le faire passer à travers des balises qui ont été posées derrière l'Orpheus. L'espion en fait a implanté une copie de son esprit dans la tête de Liv pour la réveiller tous les 50 ans et la faire placer ses balises sans que celle-ci en ait conscience. Sauf que l'espion en question n'était pas au courant que son corps était mort, que sa véritable conscience n'était pas conséquent morte, et encore moins que son cadavre était dans l'Orpheus 4. Et en apprenant la nouvelle, notre espion qui s'est éveillé à l'intérieur de Liv va détruire sa conscience après avoir détruit les communications du vaisseau. Alors que la situation tourne vraiment au drame, la scientifique Kruger, qui voulait aider l'Éminence pour sauver sa peau, finit par se retourner contre eux quand, alors qu'ils menacent de la posséder, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à la posséder et veulent alors la tuer. Kruger va alors faire gagner du temps au docteur qui s'enfuit en direction des moteurs pour réutiliser l'énergie absorbée par le vaisseau, l'énergie de l'Éminence, pour la renvoyer vers le nuage avec en plus toute la puissance des moteurs, ce qui va soumettre l'Éminence à une forte compression et la faire disparaître.
Liv, ne sachant rien de tout ce qui s'est passé, étant donné que les communications ont été détruites, a décidé de s'emparer d'une navette de secours et de foncer en direction de la balise la plus proche, d'enclencher l'autodestruction pour pouvoir à tout prix empêcher l'éminence de quitter la fin de l'univers. Et 5 secondes avant l'explosion, elle est sauvée par le docteur qui va lui dire d'aller prendre un petit déjeuner. Et il faut savoir que Liv n'a eu aucun scrupule à vouloir faire ça, car, elle le dit à Molly mais ne le dit pas au docteur, elle est gravement malade et il ne lui reste plus que 8 mois environ à vivre. Aussi, le docteur remarque que l'Orpheus 4 a été envoyé en mission par l'Institut des Idées, un institut qui ne devrait plus vraiment exister dans cette ligne temporelle car il avait été fondé par Cotris dans la précédente, qui avait installé à Baker Street Sally Armstrong en lui donnant les fonds nécessaires pour créer un portail dimensionnel et temporel. Histoire de démêler un peu toute cette affaire au clair, le docteur décide de se rendre à Londres dans les années 70 avec Molly et Liv. Nous arrivons à la dernière histoire qui est Eyes of the Master. À l'institut qui se trouve à Harley Street, l'ophtalmologue Harcourt Dieth traite les yeux de Elizabeth Gantry, une dame qui s'occupe de David Walker, le patient que Molly a laissé à Baker Street. Il s'avère que Dieth lui enlève ses yeux, qui portent l'infime trace d'une particule qu'il recherche, et donne à la dame, sans qu'elle le sache, des yeux bioniques à travers lesquels il peut voir. Le docteur laisse Molly, qui retrouve David à Baker Street, et part à l'institut à bord de sa coccinelle violette avec Liv. Ensemble, ils conversent sur l'action que le docteur commettra et qu'il ne doit pas et ne veut pas connaître. À l'institut, Sally Armstrong, qui n'est pas morte du coup et qui travaille pour Harcourt Dieth, lui apprend qu'une cabine de police bleue a été vue par les yeux bioniques à Hyde Park. Harcourt se réjouit et dit à Sally que le docteur est là et que s'il y a une fille qui l'accompagne, celle-ci doit lui être amenée. Arrivé à l'institut, le docteur se sépare de Liv et est enfermé dans une chambre cryogénique avec des yeux dans des bocaux, alors que Liv est conduite par Sally vers le docteur Harcourt Dieth qui se présente comme étant le maître, et il observe les yeux de Liv à la recherche des particules rétrogéniques. De son côté, Molly persuade David, qui est aveugle et qui a reçu une invitation à l'institut du maître, de s'y rendre. Alors que David est pris en charge, Molly est rejointe par le docteur gelé et ils sont attaqués par des gens sous l'emprise de leurs yeux. Ceux-ci s'écartent quand David revient voir Molly. Le docteur dit à Molly et David de partir en voiture et part confronter le maître. Après s'être envoyé des punchlines, le maître éclate de rire quand le docteur lui dit qu'il va contacter les Seigneurs du Temps, car en vérité, le maître travaille pour les Seigneurs du Temps. Il a été ressuscité pour une cause supérieure. Ils ont découvert une ligne temporelle à la fin de laquelle seule l'éminence règne. Les Seigneurs du Temps ont envoyé le maître pour trouver un moyen d'utiliser l'éminence comme une arme contre les Daleks, et une chose parvient à repousser le souffle d'infini qui change les gens guerriers de l'infini, à savoir les particules rétrogéniques de Molly qui, ayant réémergé dans cette ligne temporelle, nuisent à l'éminence. Mais le plan du maître ne s'arrête pas là, car il a mis à l'intérieur des yeux bioniques qu'il met à ses nouveaux patients une particule de l'éminence qu'il a directement prélevée sur un guerrier d'infini qui est en sa possession, enfermé dans son cercueil et qu'il a arraché à la flotte qui approche de Nixis 7. Et voulant contrôler l'éminence, celle-ci regagne justement le contrôle et, à travers les yeux de David Walker qui a été opéré, l'éminence va tenter de tuer Molly, qui est la seule chose qui empêche, avec ses particules rétrogéniques, la domination de l'éminence sur le reste de l'univers. Et David est stoppé net quand l'éminence quitte la Terre à bord du TARDIS avec le maître et Sally. À bord du TARDIS du maître, je précise. En fait, pour pouvoir contrer les plans du maître, le docteur a décidé de délivrer la part d'éminence qu'il a en lui et de lui donner toutes les connaissances qu'il a sur le fonctionnement d'un TARDIS, permettant donc à l'éminence qui était en train de se libérer de savoir quoi faire, et celle-ci, avec le TARDIS du maître, a décidé de regagner sa flotte avec ce nouveau TARDIS fraîchement acquis, ce qui a stoppé net la présence et l'influence de l'éminence sur Terre. Le docteur prend donc la décision de laisser un temps Liv et Molly à Baker Street, car il se doit de partir à la poursuite de l'éminence et de se rendre sur Nixis 7 pour stopper la flotte de l'éminence, ce qui advient dans le premier épisode de ce coffret,
The Traitor. Sauf que pendant son absence, Molly, qui ne connaissait pas les implications de Sally Armstrong dans cette affaire, se fait capturer par celle-ci qui la kidnappe dans le Tardis du Maître, qui a réussi à s'en sortir, et de son côté, le Docteur, après avoir été enfermé par les Daleks, après que ceux-ci aient défoncé la flotte de l'Éminence, est libéré par un soldat qui lui dit que les Daleks sont partis depuis longtemps. Il regagne de façon comique son Tardis et s'en va. Et voilà, une histoire qui n'est pas évidente à résumer parce que soit on s'étale trop sur ce qui se passe, soit on raconte que dalle, mais en tout cas c'était un volume certes copieux, mais très intéressant et aussi très bien écrit. Remarque, l'équipe de Big Finish, de par l'absence de McGann, a eu du temps pour produire et penser le récit de ce coffret. Et s'il est aussi conséquent, on va dire, c'est parce qu'il se doit de réintroduire, je dis bien réintroduire, tout un tas de personnages et d'entités en fait. Le premier de ces personnages est Liv Chenka, joué par Nicola Walker, et qui était apparu dans Robophobia, le 149e épisode de la Main Range avec le 7e Docteur. C'est un personnage que j'aime beaucoup, et à qui tout le premier épisode de ce coffret est complètement dédié. Liv Chenka est endurcie, n'a rien à perdre et s'efforce de sauver le plus de gens possible, malgré l'occupation d'Alec. Du côté des antagonistes, nous avons les Virans, qui, comme ça, ont l'air d'antagonistes génériques, mais qui ont une importance chez Big Finish, car c'est avec eux que Charlotte Pollard ira après ses aventures avec le 6e Docteur, et ça j'en parlerai peut-être un jour. On reste du côté des méchants, avec, comme troisième entité réintroduite, l'Éminence que le 6e Docteur a affronté dans Seeds of War, le 171e épisode de la Main Range, et qu'il a affronté avant sous sa 4e incarnation dans Destroy the Infinite, qui est sorti plus tard. Pour conclure, sur la réintroduction, nous avons le Maître, qui est joué par Alex McQueen, qui avait été introduit dans Dominion, un coffret de la saga Unit. Voilà, tous ces éléments, enfin surtout Liv, le Maître et l'Éminence, ont beau être réintroduits, en tant qu'auditeur, on a vraiment la sensation qu'ils sont introduits car le volume prend le temps d'expliquer les choses et ne fait pas comme si tout le monde se connaissait dès le début. Et voilà, quand Liv retrouve le Docteur, on n'a pas affaire déjà à des retrouvailles avec une complicité de malade, parce que c'était dans une autre vie que le Docteur a rencontré Liv pour la première fois. Pareil, quand le Docteur et le Maître se rencontrent, ils prennent le temps déjà de s'envoyer 3 tonnes de pique à la gueule, même si le Maître rappelle au Docteur qu'il pensait que le Docteur qui allait l'affronter serait le 7e, celui qui parle vite, et celui dont il ne comprend qu'un mot sur 10 quand il parle, tellement il va vite. Un des gros points forts de ce coffret est le personnage de Liv Chenka. Je trouve qu'elle a particulièrement sa place au sein de cette Team TARDIS, qui faisait déjà se côtoyer un docteur avec une nurse de la Première Guerre mondiale, et on ajoute à ce duo une technicienne médicale du futur, ce qui nous fait un joli trio de médecins. De par cette approche, Liv, bien que méfiante vis-à-vis du docteur à cause de ce qu'il s'est passé, va davantage développer une complicité avec Molly, et thématiquement ces personnages sont plus proches que ce qu'il n'y paraît. Reparlons de l'espoir, souvenez-vous, la thématique centrale du premier volume de Dark Eyes, eh bien Liv est introduite de la même façon, car même avec toute sa dureté et la façon dont elle envoie chier les Daleks, et voilà, et bah elle est utilisée comme un symbole d'espoir par les Daleks pour les habitants du monde de Nixis 7, et ce n'est pas un hasard. Dans ce second volume, nos personnages font face à un univers qui est toujours marqué par l'existence de la ligne temporelle, enfin plutôt l'absence d'existence de la ligne temporelle, où il y avait Cotris retrouvant le Dalek contrôleur temporel, Sally Armstrong, qui pour le coup n'est pas morte, mais qui aurait dû mourir écrasée par une voiture dans cette réalité. Sauf qu'elle a été sauvée par, deuxième gigantesque point positif de ce volume, le Maître. Au risque de ne pas vous surprendre, j'adore le Maître de McQueen. Pour préparer son personnage, il a décidé de ne pas regarder ce qui avait été fait avant lui. Il ne s'est donc inspiré ni de Delgado, de Pratt, de Beveridge, d'Henley, de Roberts, de Jacobi ou de Sim. Et oui, je prends plaisir à les énumérer. McQueen nous dresse le portrait d'un maître, certes complètement psychopathe, mais compensé par un côté assez extraverti, ce qui lui va assez bien. Ce coffret, comme vous l'aurez entendu, par mon biais, est un coffret de niveau vétéran qui n'est vraiment pas simple à écouter. Il demande beaucoup d'attention car il s'y passe, mine de rien,
beaucoup de choses, il y a plein de petits détails auxquels il faut faire attention. Ceci dit, il est assez fun, et il se paie même le plaisir de faire des petits caméos comme Frank Skinner qui joue le soldat qui délivre le docteur à la fin, ce qui est plutôt marrant quand on sait de quoi ça s'agit et quand on reconnaît les voix. C'est pas toujours évident, je sais. Mais quoi qu'il en soit, la suite sera plus simple à traiter. Nous avons donc le maître qui s'en est sorti face à l'éminence, les Daleks, on ne sait pas ce qu'ils préparent, Molly a été kidnappée. Ça présage que du pas bon. Enfin pour les personnages, mais que du bon à écouter pour nous. Mais ce sera dans une prochaine vidéo, car en attendant, va peut-être falloir que je commence la guerre du temps, que je me mette à enfin écrire ce que je pense du premier volume. Et ça devrait arriver à la fin du mois, techniquement. Mais bon, d'ici là, vous, portez-vous bien, c'est le plus important.